Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez répondre dans la barre de chat. Bonjour. Est-ce que ça Vous nous entendez fonctionne? bien? Oui, c'est bon. On a des personnes qui nous disent oui. D'accord. Bonjour, nous allons encore patienter 2 minutes, le temps de permettre à des dernières personnes de se connecter, puisqu'il faut parfois télécharger des petits modules Flash, etc. Nous avons 20 personnes en ligne. Je suis Jérémy Joubert d'Envirobat de BDM et avec moi il y a Jean-Baptiste Sarfati de Oasis Bonjour. qui aujourd'hui intervient pendant une vingtaine, une trentaine de minutes sur les différents référentiels de qualité environnementale. Euh, Avant de commencer, Jean-Baptiste vous a proposé un petit sondage, peut-être vous le voyez, simplement pour connaître, voilà, savoir quels sont les référentiels que vous connaissez ou pas. On va l'arrêter peut-être pour voir. Hop, voilà. Donc, est-ce que tu le vois, Jean-Baptiste? Alors, je vois les résultats. Ah, il n'y a pas eu trop de réponses. Enfin voilà, je pense que si on attend 2 minutes encore les autres, si d'autres personnes peuvent répondre un peu en plus, ouais, en train de bouger, euh, ça permettra comme ça de commencer à échanger là-dessus en attendant les autres. Ça fera une bonne introduction. Ouais, je laisse encore 1 minute pour répondre. Oui. Alors il s'est fait exprès, il y a des référentiels très peu connus au milieu, pour voir si jamais certains les connaissent, mais je vois que certains connaissent quand même un petit peu. Casby. Un Casby c'est japonais, donc je pense que je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu un projet en Europe, mais il a des. Alors jamais expérimenté, mais j'ai entendu qu'il y avait des choses intéressantes aussi dedans. Euh, alors, ça évolue encore. Et oui. Merci Pauline. Euh, oui, HQEBDM. J'ai pas mis tous les référentiels non plus, hein. Oui. J'ai- Le Living Building Challenge. Intéressant ça. Est-ce que ça évolue encore? Tout le monde a voté? Non. 14 personnes pour Effinergie, 14 pour BDM. Que toutes les personnes qui ont répondu ont dû mettre Effinergie et BDM. Hmm. Bonjour Patrick. Bon, je propose qu'on commence le webinaire. Un petit commentaire sur le sondage, Jean-Baptiste. Alors, bah, je vais en profiter pour mettre la première page en parallèle. Ça fera une petite introduction. Donc, le mouvement du bâtiment durable, là, vous avez plusieurs logos que vous connaissez peut-être, ou pour certains. Donc, rapidement, on voit dans les sondages ceux qui sont très connus. Bon, HQE qui est quand même voilà, bien implanté en France et qui, depuis plus d'une quinzaine d'années, bon, BDM, vu que on organise ce webinaire avec BDM, il y a pas mal de gens qui connaissent. Effinergie, qui est un label énergétique souvent associé à HQE, qui est d'ailleurs en partie décerné par Certivea. Et après, un peu moins connu, on a E plus C moins, on en parle beaucoup en ce moment, vu que c'est ce qui aide à développer la prochaine réglementation thermique ou réglementation environnementale comme ils veulent la renommer aujourd'hui. Un peu moins connu, on a bon BREEAM qui est un référentiel anglais mais qui est très bien implanté au niveau international et notamment en Europe. LEED, référentiel américain aussi très implanté en international, qui est quasiment
obligatoire aux États-Unis, donc ça fait déjà beaucoup de projets et qui fonctionne assez bien dans plein d'autres pays aussi. Ils ont notamment une antenne en Inde et en Italie qui est spécifique. Ils ont fait un référentiel spécifique pour ces pays-là. Et ensuite, dans les moins connus, alors DGNB, c'est le référentiel allemand, du coup, qui ne s'est pas trop exporté. Peut-être c'est la langue allemande qui bloque un petit peu. Casby, c'est japonais, donc bon, on le voit pas trop en Europe. Well, c'est un référentiel qui est plus axé sur le confort et santé, qui a été fait en partie par des personnes qui travaillent déjà sur lead, très implanté aux États-Unis, mais qui s'est lancé il y a 4-5 ans de mémoire et qui commence à avoir plusieurs projets en Europe. Living Building Challenge, c'est un référentiel américain qui est pas très développé et qui va assez loin sur différents sujets. Notamment, il pousse beaucoup sur des bâtiments zéro carbone, zéro énergie, réutilisation totale de l'eau. Et ils ont même des critères de beauté du bâtiment qui sont peut-être un peu compliqués à avoir. Biodiversity, c'est le label qui a été lancé récemment sur la biodiversité. Bâtiment bas carbone qui date notamment de 2017 sur voilà, réduire les émissions de carbone, qui petit à petit se rapproche en fait du plus c'est moins. Ils ont fait des passerelles entre les deux vu que sur le plus c'est moins où on calcule le bilan carbone du projet, on se rapproche pas mal de ce niveau-là. Bâtiment bas carbone, ils ont un premier niveau notamment qui a 18 kg de bois par mètre carré, qui est un critère qui est de plus en plus mis en avant dans des appels d'offres publics quand ils sont biosourcés. Et du coup, on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'on attend encore du monde ou... On va pouvoir commencer. Simplement, je vais faire une petite intro. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire un webinaire sur les référentiels de qualité environnementale du bâti. Cela dans le cadre d'une réflexion que nous avons régulièrement avec Oasis et Jean-Baptiste Sarfati, qui intervient dans une formation de haut niveau sur les référentiels de qualité environnementale, au cours de laquelle il compare ces différents référentiels et met en avant, enfin, explique les procédures, les enjeux, etc. Et donc, il y a évidemment des suites, notamment à la crise sanitaire, voilà, tout un mouvement. Il y a aussi des thématiques qui émergent de plus en plus dans plusieurs de ces référentiels. Nous avons pensé il serait bon de permettre d'avoir un aperçu des principaux référentiels de qualité environnementale. Voilà, pour les personnes qui ne les connaissent pas déjà, et pour les personnes qui sont déjà sensibilisées, d'avoir une actualisation et quelques nouvelles de BREEAM, de LEED, évidemment, de HQE, de BDM. Voilà, donc la prochaine formation sur les référentiels de qualité environnementale a lieu en octobre, début octobre, d'ici 7 octobre, à confirmer évidemment en fonction de l'état sanitaire du pays, mais pour les personnes qui souhaitent en savoir plus et véritablement soit se spécialiser, soit avoir un comparatif très fiable pour pouvoir ensuite délibérer sur quel type d'opération, pour quel référentiel, dans quelles circonstances et quelles sont surtout les contraintes, les besoins et les avantages des uns et des autres. Voilà, il y a une formation animée par Jean-Baptiste très bientôt. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Baptiste. Simplement, sachez que vous avez une barre de chat dans laquelle vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à le faire. Si Jean-Baptiste n'y répond pas tout de suite parce qu'il va déplier son propos et sa présentation, je les note et je lui poserai à la fin et il répondra donc à vos questions. Voilà. Merci. Alors, du coup, je commence tout de suite. Dans la suite du mouvement du bâtiment durable, donc quelques chiffres pour donner des ordres de grandeur. Donc à gauche, c'est plutôt ce qui est français et à droite, c'est plutôt international. Donc on voit d'un côté HQE avec 18 millions de mètres carrés. Alors les chiffres datent peut-être d'il y a quelques mois, ils sont pas toujours actualisés au même moment par tous les référentiels, donc
je pense qu'ils sont un peu sous-estimés par rapport aux chiffres qu'on aurait aujourd'hui. Mais bon, je fais ce que je peux pour essayer d'être à jour sur tous ces éléments. C'est toujours un peu compliqué. Ce qui est à noter, donc on a HQE qui est la partie tertiaire, 18 millions de mètres carrés, le NF Habitat HQE pour la partie logement, où on est à 2,5 millions de logements certifiés. BDM, on est à plus de 500 projets, un peu plus peut-être, Jérémy, ou c'est 500 à peu près? 530 apparemment. D'accord. Voilà, en logement et en tertiaire. Sur la partie internationale, donc il y a Serway qui est le référentiel qui a été lancé par HQE au niveau international. Aujourd'hui, on a environ plus de 300 opérations certifiées. Et derrière, donc on a les deux gros mastodontes de certification environnementale au niveau international. LEED, on est à 450 millions de mètres carrés, plus de 50 000 opérations. Et BREEAM, voilà, 130 millions de mètres carrés, 12 000 opérations. C'est deux voilà, très imposants au niveau international. Et Well, comme je disais tout à l'heure, qui s'est lancé récemment sur le confort et santé, qui arrive à peu près à 1000 projets en cours ou certifiés. Donc sur le webinaire, je vais faire un petit focus sur HQE, BREEAM, LEED, énergie carbone, parce qu'on en entend beaucoup parler, et BDM, pour rapidement présenter ces différents labels et certifications. On commence par HQE. Donc la certification HQE, c'est à portée principalement nationale, donc très connu en France, mais bon, avec Serway, ils ont lancé l'international en 2013, mais c'est principalement en France que c'est développé et un peu en francophonie, pardon. En Belgique, quelques projets également. L'association date de 1996 et les premières opérations certifiées datent de 2005, donc ça a déjà une quinzaine d'années. Les champs d'application, ça peut être en neuf ou en rénovation. Il y a aussi des référentiels spécifiques alors pour le tertiaire, spécifiques pour la santé, salle multisport et piscine, qui datent un petit peu, qui vont bientôt être mises à jour de mémoire. Également des certifications un peu en dehors du bâtiment sur HQE aménagement pour des zones d'aménagement type ZAC et HQE infrastructure, notamment pour des gares, pour des parkings, qui a été remis à jour aussi assez récemment. Et NF Habitat HQE pour les logements, qui est assez connu, sur lequel on voit pas mal de communication à chaque fois qu'il y a des nouvelles constructions. Le principe du HQE 2015, qui est celui que vous connaissez peut-être, qui était avec les 14 cibles. Je vais présenter juste après le nouveau HQE où ils ont un peu on va dire, redispatché les différents thèmes. Concrètement, on a 14 cibles. Les choses qui sont assez importantes chez HQE, notamment, c'est le confort acoustique qui demande voilà, d'avoir un acousticien qui est présent dans l'opération. Et c'est quelque chose qui est assez fort et assez intéressant dans HQE. Par rapport à d'autres référentiels, voilà, c'est quelque chose qui est bien mis en avant sur l'acoustique. Et après, il y a d'autres thèmes autour de l'eau, de l'énergie, les déchets, les matériaux, la gestion du chantier, le confort des occupants, euh, qui est pour le coup, enfin c'est un référentiel qui est pour la France entière directement. Chacune des 14 cibles peuvent être évaluées au niveau base, performant ou très performant. On est obligé de traiter tous les thèmes au minimum au niveau base. On ne peut pas faire d'impasse sur une des cibles, donc on doit autant traiter la qualité de l'eau que le confort, que le chantier, l'acoustique. Tous les sujets doivent être traités. En fonction des niveaux base, c'est performant et très performant. On a un certain nombre d'étoiles, ce qui donne un passeport qu'on peut voir ici avec de 1 à 16 étoiles et on a un niveau qui peut être HQE bon, très bon, excellent, exceptionnel. Donc pour à peu près toutes les certifications, on a 4 ou 5 niveaux pour pouvoir un peu comparer et viser des niveaux plus élevés pour essayer de s'améliorer au fur et à mesure des nouvelles opérations. Depuis 2016, donc un nouveau référentiel qui s'appelle HQE Bâtiment durable, qui s'axe autour de 4 principaux thèmes: qualité de vie, performance économique, respect de l'environnement et management responsable.
on retrouve les mêmes thèmes que HQ 2015 qui sont un peu redispatchés de manière un peu différente. On n'est plus numéroté par les cibles. Les principales différences sont sur la qualité de vie, sécurité et sûreté, facilité d'accès, facilité d'usage, services et transport. Pour le respect de l'environnement, biodiversité, c'est un axe qui s'est bien amélioré. Avant, on demandait uniquement des espèces locales. Maintenant, on demande l'intervention d'un écologue et c'est assez poussé aujourd'hui. Donc, c'est intéressant sur ce sujet. Et performance économique, on regarde un peu plus les charges et coûts et la contribution à l'attractivité du territoire de l'opération. Sur ce thème-là, on a un classement des différentes cibles de A à F en fonction du niveau atteint sur les différents sous-thèmes. L'idée, c'est pour la rénovation d'être au minimum au niveau E, qui est au-dessus du niveau existant classique. Et pour le neuf, on est au minimum au niveau C, donc dans l'objectif d'être sur les cibles les plus hautes possibles. Et de la même manière, on aura de certification finale qu'on a vu plus tôt, qui sera la somme de toutes ces notations qui donnera un classement final. L'évaluation du projet se fait par un organisme indépendant. Donc c'est une vérification documentaire et sur site avec un auditeur qui est missionné par Certivea. Processus en 3 étapes, un audit à la phase programme, un audit à la phase conception et un audit à la phase réalisation. Possibilité de mutualiser les audits programme et conception, ce qui est fait, je vais dire, dans plus de la moitié des cas, on fusionne ces deux audits euh, parce que les phases de conception sont peut-être un peu raccourcies ou parce que la décision peut arriver en phase conception et pas forcément en phase programme sur la certification HQE. Donc il y a bien une personne extérieure qui vient participer à l'audit et il y a une visite du projet à la réalisation pour regarder ce qui a été bien mis en place. Référentiel BRIM, donc c'est originaire du Royaume-Uni à portée internationale, ça a été créé en 1990. Déclinaison de la version internationale à partir de 2008. Des différentes structures de référentiel selon la rénovation et la construction neuve, et la démarche s'applique aussi bien en tertiaire qu'au résidentiel et aussi à d'autres domaines. Alors là, c'est peut-être un petit peu petit, désolé. Rapidement, bon, ça c'est l'extrait du référentiel. On peut être du résidentiel, du commerce, que ce soit en bureau, en industrie, en centres commerciaux, dans l'éducation, enseignement également, et dans tout ce qui est résidentiel, hôtel ou d'autres types de projets. On peut demander un référentiel adapté au BRE en fonction d'autres types de projets, que ça peut être un cinéma, centre de congrès, bibliothèque, voilà, plein de thèmes différents sur les champs d'application. Et les thèmes de BRIM qui sont assez communs quand même à tous ces référentiels, la gestion de projet, confort et santé, énergie, transport, eau, matériaux, déchets, écologie, pollution, et après des crédits d'innovation qui se rajoutent. Un petit focus sur l'écologie. BRIM pousse assez fort sur ces sujets-là, demande à ce qu'il y ait un écologue qui ait plus de 3 ans d'expérience qui participe au projet et qui, qui argumente sur l'existant et ce qu'on va faire du projet et comment l'améliorer. C'est quelque chose qui est assez développé sur BRIM et assez intéressant. Le principe de BRIM, c'est des points qu'on peut viser. Il y a quelques prérequis, donc c'est un peu plus à la carte. On peut complètement abandonner un des thèmes et viser des points que sur les autres thèmes. Donc c'est un avantage et un inconvénient selon les projets qu'on veut mettre en avant. Mais pour des projets qui visent des premiers niveaux de certification, on le voit notamment sur des hangars de stockage. Amazon, je crois, en fait pas mal de, de projets là-dessus. Bon, après, ça reste des niveaux plus bas de certification et c'est à débattre éventuellement. Le fonctionnement on choisit les crédits avec quelques prérequis, puis les autres crédits. Il y a des pourcentages qui sont donnés en fonction de la localisation du pays et du type de projet.
Et à la fin, on atteint un pourcentage. Au-dessus de 30%, on est niveau pass. Au-dessus de 45%, good. Au-dessus de 55%, very good. Au-dessus de 70%, excellent. Et au-dessus de 85%, outstanding. Généralement, les projets sont entre good et excellent selon le niveau de projet qu'on atteint. Les deux extrêmes sont peu visibles, on va dire, en France, peut-être plus en Angleterre où la certification est un peu plus imposée dans certaines régions. Un exemple de certificat, on voit ici le niveau good et le nombre d'étoiles atteintes. L'évaluation du projet se fait par le BRE. C'est une vérification exclusivement documentaire. Donc, on envoie le dossier complet au BRE qui va regarder ces différents éléments et faire des remarques sur le projet. Le processus se fait en 2 étapes. Une certification en phase conception et une certification en phase réalisation où tous les crédits sont regardés par le BRE. Il propose un service de traduction où il se débrouille en interne. On peut envoyer tous les documents en français et ils le traduisent. On n'a pas d'échange directement avec l'auditeur. C'est un rapport qui est envoyé en disant vous avez des remarques et ensuite on répond à ces remarques ou à ces autres interrogations directement à l'auditeur en envoyant le dossier avec les compléments. Certification LEED. Alors, elle est originaire des États-Unis, elle est à portée internationale. Ça a été créé en 1993 par l'USGBC. De toutes les certifications qu'on a là, c'est celle qui est la plus ancienne. Généralisation des principes d'équivalence entre les normes américaines et européennes à partir de 2012, donc ce qui a quand même simplifié le développement en Europe. La démarche peut s'appliquer aussi bien en tertiaire qu'en résidentiel et à d'autres usages. Et il y a une nouvelle version 4.1 qui est la dernière en date depuis début 2019, mais il n'y a pas encore de projet certifié en France. Il y en a certains qui sont en cours de certification. Les champs d'application sont très larges, étant donné que c'est une certification quasiment obligatoire dans la plupart des États américains. Donc on a sur le neuf, sur les aménagements intérieurs, pardon, en exploitation, mais aussi sur les aménagements ou sur le logement. On peut avoir notamment des certifications pour des data centers, ça a déjà été fait, hôtels, commerce, écoles, donc c'est vraiment très développé sur plein d'usages différents. Les différents thèmes assez similaires aux autres certifications, gestion de projet, transport, impact sur les écosystèmes, dedans on compte une partie sur l'écologie, eau, énergie, matériaux et ressources, confort et santé et innovation. Les points forts de LEED sont sur l'énergie où ils demandent un calcul énergétique, une STD en prérequis obligatoire et également un premier niveau de commissioning où on va regarder en fait les performances énergétiques du système et qui seront suivies de la programmation jusqu'à l'exploitation, enfin, jusqu'à la livraison du bâtiment. Et en option, on peut prendre jusqu'à l'exploitation également du bâtiment. Donc c'est des thèmes assez intéressants, mais aussi impactants sur les projets, mais qui sont mis en avant dans cette certification. Et également sur la santé, pas mal de critères sur le choix des matériaux avec respectant des normes de faible émission de COV et différents crédits pour améliorer la qualité de l'air avec une surventilation, des tests de qualité d'air, ce genre de choses, qui se retrouvent aussi dans la certification WELL qui a été développée sur le confort et santé de manière encore plus poussée, mais c'est parti un peu de ces sujets qui étaient développés déjà dans l'IT. Alors, le système de points, donc il y a 110 points au total, 4 niveaux de certification. Certified à partir de 40 points, Silver à partir de 50 points, Gold à partir de 60 points et Platinum à partir de 80 points. Au niveau français et européen, en général, c'est une certification qui est plutôt recherchée au niveau Gold, plus de la moitié des projets, parfois des projets exceptionnels, mais c'est plutôt une certification pour des projets assez exemplaires qui est rajouté en plus d'autres certifications. À moins que ce soit
des investisseurs ou des entreprises américaines qui viennent s'installer en Europe qui le demandent uniquement en certification seule, mais ça vient plus souvent se rajouter à d'autres certifications, on va dire, locales par rapport au pays. Le processus, c'est une évaluation par le GBCI, une vérification exclusivement documentaire avec les éléments envoyés en anglais ou avec des éléments en français avec les traductions à fournir directement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus lourd que d'autres certifications parce qu'il faut le prévoir dès le début, de passer du temps à écrire des rapports ou à faire les synthèses de, par exemple, des CCTP en anglais pour expliquer ce qui a été mis comme équipement technique pour répondre, par exemple, à certains crédits. Une revue en design sur les éléments uniquement de conception et une revue en construction sur les crédits construction. Lead fait la distinction entre deux crédits, entre deux types de crédits qui sont pour lui de la conception et pour d'autres de la construction. Donc ils sont regardés soit à l'étape 1, soit à l'étape 2 et pas aux deux étapes. Alors le label énergie positive et réduction carbone E+, C-, label d'État qui préfigure la future réglementation thermique, qui est la réglementation environnementale 2020. Mais étant donné les dernières informations, je ne sais pas si elle s'appellera toujours 2020. En tout cas, elle n'est pas prévue pour sortir tout de suite. Donc, on n'est pas sûr de l'avoir vraiment en 2020. Sur le principe, c'est de prendre en compte toutes les énergies du projet et pas uniquement les énergies réglementaires qui étaient chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire et éclairage. Et après, auxiliaires de ventilation, pompes de régulation, ce genre de choses. Mais également de prendre en compte en fait les différents usages. Ça peut être l'électroménager pour le logement, les ordinateurs et les serveurs nécessaires pour les bureaux, par exemple. C'est applicable pour les constructions neuves de logements et de bureaux. Ça s'applique, c'est un module qui est rajouté sur les études RT 2012 directement. Sur le périmètre du permis de construire, évaluation du bâtiment et de la parcelle. Donc ça veut dire également des extérieurs et du lot VRD notamment. On prend en compte voilà, les usages non réglementés de manière forfaitaire qui sont imposés aujourd'hui par le label. Il y a également un calcul carbone, donc qui est dans le C-, qui permet de faire une analyse de cycle de vie du bâtiment et de tenir compte de tout le carbone, et notamment voilà, les lots VRD qui peuvent avoir un impact assez important selon la surface de la parcelle par rapport au bâtiment, étant donné que le ratio se calcule après par mètre carré à la fin. La période de référence pour le calcul de l'impact carbone est sur 50 ans. Donc rapidement, il y a 4 niveaux d'énergie. L'énergie 1 et 2, c'est à peu près ce qui a été fait, enfin ce qu'on voit à peu près sur les projets de logement et de bureaux depuis quelques années, avec des réductions entre -5 et -15% par rapport à la consommation réglementaire. Pour passer au niveau énergie 3, il faut avoir un bâtiment plus sobre en énergie, être plutôt autour de -20, -30, et potentiellement une production d'énergie renouvelable pour compenser une partie des consommations. Et le niveau énergie 4, c'est un bâtiment qui est au niveau 0 en termes d'énergie. Donc il faut complètement compenser toutes les consommations. Donc partir sur un bâtiment très sobre et avoir plus d'énergie renouvelable sur le projet. Pour les niveaux carbone, il y a 2 niveaux, le niveau carbone 1 et carbone 2. Des retours d'expérience, le carbone 1, on va dire qu'il est sur un projet un peu classique sans avoir trop de surface extérieure ou en utilisant quelques matériaux plus sobres en carbone. Le niveau carbone 2 demande en revanche de travailler sur tous les matériaux et notamment de pousser beaucoup sur le biosourcé pour pouvoir atteindre ce niveau qui est assez exigeant. Ça fait partie des discussions aujourd'hui de savoir la future réglementation environnementale, quel niveau elle va atteindre, et il y a notamment une discussion pour essayer de mettre peut-être un niveau entre le carbone 1 et carbone 2 pour valoriser ceux qui font une partie de l'effort mais qui n'arrivent pas jusqu'au niveau carbone 2. C'était un peu, il y a différentes discussions. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va être tranché. Hop.
pour le processus de certification, donc c'est une vérification documentaire en phase conception sur la base des calculs réalisés, donc le calcul de réglementation thermique avec le module E+, qui va nous sortir le niveau E1, E2, E3 ou E4, et l'analyse de cycle de vie du bâtiment qui va nous donner le bilan carbone total de l'opération. Et ensuite, on fournit aussi tous les documents qui justifient les hypothèses de calcul avec les plans, les notices techniques et le choix des matériaux. Et ensuite, une vérification en phase réalisation, visite sur site du bâtiment pour vérifier ce qui a été mis en œuvre par rapport à ce qui a été mis dans les calculs, et vérification documentaire des calculs mis à jour avec les pièces justificatives. Un petit retour de l'ADEME, alors ça date d'il y a 1 an, c'était par rapport à l'expérimentation de voir différents projets. Donc il y a à gauche l'échantillon Méditerranée et à droite l'échantillon national. On voit que la majorité des projets se retrouvent à un niveau E2, C1 plutôt, ou voire E2, C0 quand il n'y a pas eu quelques efforts sur le carbone. Sachant que ce qui a un impact aussi, c'est que par exemple les panneaux solaires photovoltaïques ont un bilan carbone plutôt mauvais. Et du coup, si on vient rajouter du photovoltaïque pour essayer d'être meilleur en énergie, on va se pénaliser sur le carbone. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué et il n'y a pas trop de projets qui sont au niveau E4 et notamment E4C2. On voit un seul projet au niveau national parce que c'est très compliqué d'avoir un projet qui est très bon énergétiquement et aussi en carbone et arriver au niveau 0. Donc ça veut dire compenser avec des énergies renouvelables. Il faut être très bon sur les matériaux pour pouvoir compenser le bilan carbone du photovoltaïque ou d'autres énergies renouvelables qui peuvent avoir un impact important. La démarche BDM, donc ça a été créé en 2008, c'est une démarche environnementale à portée locale qui est adaptée notamment au climat PACA dans le choix quand on enregistre une opération, par exemple, on a 4 choix sur le climat, que ce soit méditerranéen, arrière-pays méditerranéen, moyenne montagne et haute montagne. Donc ça, c'est un avantage de BDM par rapport à d'autres certifications qui sont plus axées au niveau national pour HQE ou voire un peu plus, ça inclut d'autres pays, notamment pour BREEAM ou LEED, c'est plus des zones, on va dire, climatiques élargies. Donc c'est un vrai avantage d'avoir quelque chose qui est vraiment adapté au niveau local. C'est une démarche qui s'applique aussi bien en tertiaire qu'en résidentiel. Et ça a été développé dans d'autres régions, j'y reviens un peu plus tard, mais pas uniquement en PACA. Les champs d'application, donc ça peut être bureau, enseignement, que ce soit crèche, école maternelle, primaire, collège ou lycée, et même en études supérieures, j'ai oublié de le noter. Logement, que ce soit collectif ou individuel. Il y a également une grille process pour des projets avec des composantes industrielles. Et il y a aussi une démarche QDM pour les quartiers méditerranéens. Et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi un projet pilote pour les espaces extérieurs de plein air qui était en cours de développement. Les thèmes abordés par BDM, gestion de projet, territoire et site, matériaux, énergie, eau, confort et santé et social et économie. Dans les points forts de BDM qui est demandé, sur les matériaux, par rapport au niveau visé, il y a des prérequis avec un certain nombre de matériaux à mettre en œuvre, notamment notamment des matériaux bas carbone dits écomatériaux ou surtout des matériaux biosourcés en proportion plus ou moins importante par rapport au niveau visé sur le projet. Pour le confort, il y a une STD, simulation thermique dynamique pour calculer le confort d'été, la température ressentie dans les bâtiments sans utiliser de climatisation pendant la période estivale. Donc ça, c'est obligatoire à partir du niveau bronze pour le tertiaire et à partir du niveau argent pour les logements. Donc ça fait partie de quelque chose d'assez intéressant et très spécifique à BDM et qui permet de concevoir un projet vraiment bioclimatique en réfléchissant sur toutes ces parties de limiter
de faire un projet sans climatisation ou de concevoir un projet qui fonctionne sans climatisation. Et on a des bureaux pour lesquels on met quand même de la climatisation, mais on réduit énormément les besoins grâce à cette conception à partir de cette simulation. Le système de points, donc il y a une centaine de points au total, 90 points qui sont liés à la grille BDM où on répond aux différents thèmes qu'on a vus juste avant, et 10 points de cohérence durable qui sont donnés en commission. Je vais expliquer juste après la commission pour ceux qui ne connaîtraient pas encore BDM, et jusqu'à 5 points d'innovation qui peuvent être donnés si on a des sujets qui ont été mis en avant sur le projet. 4 niveaux de certification, CAP BDM à partir de 20 points, BDM bronze à 40 points, BDM argent à 60 points et BDM or à 80 points, avec des niveaux des prérequis, notamment sur les matériaux et sur le confort estival qui augmente avec le niveau. Donc le processus de certification se fait en 3 commissions, une en phase APD, une à la livraison et une 2 ans après en fonctionnement 2 ans après l'exploitation. La commission, donc c'est un jury avec différentes, c'est une commission publique. Il y a un jury d'une dizaine de personnes qui sera avec différents acteurs. Ça peut être des maîtres d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises qui participent. Et on va présenter le projet pendant une vingtaine de minutes pour expliquer ce qui a été mis en place sur le projet. Et ensuite, il y a un échange des questions. Ça a l'avantage d'échanger avec le jury, mais aussi avec le public pendant les questions, de pouvoir avoir des retours d'expérience sur par exemple, des matériaux qui ont été utilisés et qui ont permis d'avoir un avantage sur certains projets, ou au contraire d'avoir des retours d'expérience sur certains matériaux qu'on pensait qui étaient intéressants et qui au final sont complexes en mise en œuvre ou qui en exploitation n'ont pas les performances attendues. Donc c'est assez intéressant, ça permet d'avoir un échange entre les différents acteurs, de voir aussi ce qui a été fait sur d'autres projets, de se dire ah mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cet isolant là et il serait assez intéressant sur notre projet. Donc c'est un vrai plus de la démarche BDM par rapport aux autres certifications, c'est que c'est le principe d'être ouvert avec les autres et de pouvoir échanger sur les projets, que ce soit son propre projet ou sur les autres projets. Voilà. Après, je sais qu'il y a certains clients qui n'aiment pas montrer ce qu'ils font par rapport à d'autres et qui sont plus dans l'idée de garder un peu secret, ce qui est assez dommage, mais c'est l'avantage de pouvoir échanger, de prendre les bonnes idées et les retours d'expérience aussi des mauvais choix qui ont été faits, de pouvoir ne pas les appliquer aussi sur notre projet derrière. Comparaison des différents référentiels en exploitation. Donc BDM, on vient d'en parler rapidement. Il y a un suivi en fonctionnement, donc obligatoire de 2 ans de suivi en fonctionnement, avec un retour d'expérience partagé, qui permet de dire, voilà, on pensait que on allait avoir tel niveau de température, on l'a pas, on avait tel équipement qui devait nous permettre d'avoir une consommation assez faible en énergie, et voilà, enfin pouvoir expliquer les différents sujets et d'avoir aussi parfois des bonnes surprises sur des matériaux sur lesquels on avait des doutes et qui finalement fonctionnent très bien. Donc c'est assez intéressant et c'est intégré directement dans la certification. Sur LEED, ils imposent la transmission des consommations d'eau et d'électricité pendant les 5 premières années pour pouvoir un peu vérifier et surtout avoir un retour d'expérience, je pense, de leur côté de ce que consomment les projets qui ont suivi la certification. Les 3 certifications HQE, BREEAM et LEED proposent des certifications spécifiques à l'exploitation qui démarrent 1 à 2 ans, après 1 à 2 ans d'exploitation, selon HQE ou BREEAM ou LEED, et qui sont très spécifiques, qui sont un peu étudiés, voilà, le fonctionnement du bâtiment aujourd'hui avec les occupants et d'essayer de voir quelles sont les pistes d'amélioration, autant sur l'énergie, sur la gestion des déchets. Est-ce qu'on peut pas proposer d'autres filières de tri, par exemple, ça peut être ça. Est-ce qu'on peut pas améliorer au niveau de l'éclairage, avoir des éclairages plus économes ou des plannings d'éclairage qui soient plus intéressants par rapport à l'utilisation du bâtiment. Ces 3 référentiels ont plusieurs parties et plusieurs parties de crédit selon les entités qu'on arrive à impliquer sur l'opération, que ce soit le propriétaire, l'exploitant ou l'utilisateur, donc qui rentrent dans un niveau de détail plus ou moins poussé.
comparaison de la régionalité. BDM donc adapté à la région. Il y a eu plusieurs développements, donc c'est parti de BDM PACA. Il y a BDO pour l'Occitanie qui a fait quelques modifications aussi en fonction de son climat. Donc le pourtour méditerranéen, on a un climat assez similaire, mais quand on rentre plus dans les terres, c'est vrai qu'on a des choses un peu différentes, donc ça a été adapté. Il y a BDF en Île-de-France avec Ecopolis qui a lancé également sa démarche, donc avec des choses forcément différentes. On est sur plus de l'urbain dense, donc le climat montagneux n'est pas utilisé par exemple, donc c'est des choses qui s'adaptent vraiment localement. BD2M à Monaco, qui reste assez similaire à BDM PACA, on est dans le climat, mais on a uniquement la partie méditerranéenne avec des spécificités aux réglementations monégasques également. Et BD Nouvelle-Aquitaine avec ODIS qui est en cours de développement apparemment. Pour HQE, on est plutôt connu et adapté au niveau national. Les seules spécificités locales se retrouvent en fait dans les liens avec le calcul de réglementation thermique qui a différentes zones de climatique dans le cadre de la réglementation thermique, mais c'est un référentiel qui s'applique à peu près de la même manière partout en France. Et ils ont également lancé HQE Survey pour l'international. Et BRIM et LEED, donc c'est des référentiels très adaptés à l'international avec différentes possibilités, différentes normes qui peuvent s'appliquer en fonction des zones de pays et quelques spécificités par pays, mais c'est dans l'idée de plus de se développer au niveau global et moins axé au niveau local. Alors pour aller plus loin avec les objectifs de la formation qui sera dispensée en octobre, donc comprendre les différences d'objectifs et d'approche des principaux labels et certifications. Donc on a fait un premier tour, mais il y a d'autres certifications qui seront également regardées. Également comprendre les différences de prise en compte des thématiques pardon, clés du bâtiment durable et comment elles sont mises en avant. Par exemple, comment les matériaux sont prévus dans HQE ou dans BDM ou dans BRIM. Comprendre également le processus et les étapes clés des certifications et labels, différentes phases du projet. Identifier les points forts et les complémentarités des certifications et labels abordés. Et à la fin, pouvoir s'orienter vers les certifications les plus appropriées pour son projet. Voilà, merci pour votre attention. Donc, comme l'avait dit Jérémy, voilà, une formation est prévue le 6 et 7 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Je vois, on a eu deux questions. Quelques questions. Oui. Alors le BRE, pardon, c'est vrai Vas-y. que j'ai pas dit, c'est le bureau britannique qui contrôle BRIM, le British Research Environment de mémoire. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de dire de BRE, j'oublie le nom exact. C'est l'organisme qui a écrit le référentiel et qui fait les audits sur place. Voilà, Building Research Establishment. Merci Jérémy. On avait une question sur Alors, la il est question d'une RE 2020 rénovation. Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus. J'ai entendu parler d'une mise à jour de la RT 2005, RT qu'on appelle RT existant, pardon. Une mise à jour de la RT existant, j'avais entendu parler. Pour l'instant, j'ai pas vu de retour sur un bilan carbone en rénovation. C'est déjà que on n'a pas forcément aujourd'hui toutes les informations pour bien faire un bilan carbone selon les configurations sur une rénovation avec comprendre quels est les éléments qui sont conservés et les éléments qui sont modifiés, ça devient un peu plus compliqué, mais ça serait très intéressant. Mais j'imagine qu'ils vont par étapes déjà, s'ils arrivent à sortir la RE 2020 avant la fin de l'année, ça sera déjà, je pense, un exploit. Et ensuite s'attaquer à la partie rénovation, parce qu'on parle beaucoup dans les médias de la rénovation thermique, et c'est sûr que ça serait intéressant d'avoir un niveau plutôt que de s'appliquer sur une réglementation qui date de 2005 ou 2006 de mémoire. Et je pense qu'on peut faire mieux aujourd'hui sans à ISO-coût par rapport à ce qu'on faisait en 2005, et ça serait intéressant de le valoriser. Et puis, donc, Y aura-t-il des visites sur site en réalisation pour la RE 2020? C'est une bonne question. Aujourd'hui, pour le label, c'est prévu. Pour
Station environnementale, je ne sais pas. On attend nous aussi d'avoir les éléments pour vérifier ceci. Une hypothèse que j'aimais, mais je ne suis pas du tout. C'est pas moi qui vais décider, mais ça peut être éventuellement pour les niveaux supplémentaires. Si on reste sur des niveaux énergie 3, énergie 4 ou le carbone 2, on pourrait avoir un contrôle qui est fait sur les projets les plus ambitieux pour vérifier ce qui a été mis en œuvre. Par exemple, euh, si les niveaux exemplaires sont liés à des subventions éventuelles, ça peut être ce genre de choses qui peut être mis en place. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique, mais aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui sera fait. Mm. Oui. Tiens, Du coup, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. oui. On a eu des. J'ai survolé un peu les différentes certifications et pour rester dans les 30-40 minutes. Mais c'est vrai qu'on peut éventuellement creuser un petit peu Oui, il y a beaucoup de choses à dire si nécessaire. et il faut les rendre entre guillemets comparables, enfin les mettre sur un. C'est pas toujours simple parce qu'on comprend bien que certaines certifications ont des démarches vraiment propres. Euh, quel est le lien donc entre, si j'ai bien compris, lead et well sont liés, c'est ça? En fait, c'est parti. En gros, c'est le même organisme qui audite les projets. C'est pas le même qui a fait le référentiel, mais il a été fait en parallèle. Dans l'idée, c'est plus qu'on fait lead sur le projet, le bâtiment. C'est très c'est bureau quand même. On fait un bureau qui est livré, mais sans les cloisons. Et ensuite, Hmm. quand le preneur arrive dans ses bureaux, il vient faire ses aménagements et là il tient compte pour les revêtements, pour l'acoustique, pour l'éclairage de différents sujets. Well notamment va regarder, enfin dans les niveaux élevés, on va aller regarder le cycle circadien pour la luminosité. On va regarder à ce qu'il y ait des espaces verts pour que les salariés se sentent mieux Hmm. dans dans l'espace. Ça reste très américain sur l'idée de si j'ai des salariés qui sont plus confort, ils vont, alors Hmm. je vais pas dire plus productifs. Dans, si on a des et confortables d'arrêt maladie et c'est prouvé et on a une meilleure santé des salariés, où les changent rapidement de travail. Que euh, j'ai un trou. Peu Apparemment, nous avons un petit bug. Ah, Jean-Baptiste. Est-ce que vous m'entendez pour les présents? Nous allons essayer de. Oui, nous avons une coupure. Apparemment, on va tout faire pour essayer de répondre à vos questions aux personnes qui ont qui ont posé les dernières questions qui sont très intéressantes. Je vais essayer de retrouver Jean-Baptiste. Bon, très bien. J'essaie d'avoir Jean-Baptiste. Je vais le déconnecter et le reconnecter, hein. Je suis désolé, ça va faire hop, mis en off.
Oui, merci. Désolé. C'est de reconnecter Jean-Baptiste. Hop, voilà, donc c'est bon. On a une reconnexion. Baptiste, il faut que tu allumes ton micro et ta webcam. Nous avons une question, Xavier qui a posé aussi une question parmi ces labels, lesquels valorisent les garanties d'origine d'énergie verte, électricité et gaz. Voilà, connexion, désolé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend bien. C'est bon, C'est bon. ok, bon, alors je vais répondre aux questions rapidement, après avoir perdu un peu de temps. Parmi ces labels, lesquels valorisent les garanties d'origine d'énergie verte? Aujourd'hui, je sais que LEED a un crédit là-dessus, sur les garanties d'origine d'énergie verte, et BDM aussi a un crédit là-dessus. De mémoire, non, BRIM pas, et BDM je crois pas non plus. Pardon, HQE ne l'intègre pas non plus, je ne l'ai pas vu dans la dernière version. Ensuite, pour information, le dernier référentiel HQE est censé être un peu évolutif et ils ont différents thèmes en développement, donc ça peut être un sujet qui pourrait être ajouté. Mm. Ensuite, il y a un message long de Diane, mais il faut lire le deuxième message long parce qu'elle a eu un copier-coller. D'accord. Si mes souvenirs sont bons, on avait reçu des subventions bonus pour la labellisation de la Maison du Tourisme et du Keras en 2015, BDM Argent. Est-ce que cela est toujours d'actualité aujourd'hui? Quid du surcoût des labellisations? Quid de la formation des maîtrises d'œuvre à ces labels? La labellisation était aussi conditionnée, il me semble, à l'époque au recrutement d'un AMO. Est-ce toujours le cas? Merci. Alors, la question est un peu large. Alors des subventions, ça dépend des organismes qui peuvent demander ou non. Ça peut être aussi, on peut avoir des obligations de, Mm. de certification sur l'une ou sur l'autre. Typiquement à Marseille, Euroméditerranée demande obligatoirement une certification environnementale sur la plupart des projets et laisse le choix après euh, entre les différentes certifications. Oui, le surcoût. Le surcoût des labellisations, c'est toujours un vaste sujet. Ça dépend forcément du niveau qu'on veut viser. Sur les niveaux les plus élevés, je pense qu'il faut être honnête qu'il y a un surcoût. Mais on a des projets pour lesquels on intervient assez tôt et on sait intégrer les éléments dès le début. Et d'autres pour lesquels on arrive au dernier moment et forcément le surcoût arrive à la fin vu qu'il faut tout changer. Si dès le début du programme, on décide de faire du BDM ou du bâtiment bas carbone et qu'on fait la conception autour de la construction bois, du béton bas carbone ou de choisir des isolants plutôt locaux, euh, le surcoût est réduit. Si on arrive à la fin et qu'il faut tout changer, c'est toujours différent. En termes de pourcentage, on nous pose souvent la question, mais c'est comme c'est des choses qui sont assez itératives et c'est assez compliqué de se dire bon ben là il y a un surcoût parce qu'on a tel isolant, mais il faudrait qu'on regarde sur l'isolant quel est le surcoût et quel est le gain derrière. Ça serait plutôt à faire des calculs en coût global, de savoir quels sont aussi les avantages des différentes solutions. Euh, mais là c'est comme ça, c'est difficile de répondre. La formation des maîtrises d'œuvre à ces labels. Pour BDM, il y a la formation accompagnateur BDM. Pour lead, il y a une des formations lead AP pour voilà, connaître un peu mieux le référentiel et qui est valorisé dans, le, dans la certification par un crédit qui est obtenu s'il y a un lead AP qui en fait partie. Parce qu'ils savent aussi que l'opération sera mieux suivie, donc c'est plus simple aussi pour eux à regarder. BRIM a un système équivalent de BRIM AP et il y a des référents HQE, donc il y a différentes formes faites par les certificats. Oui. C'est
Juste pour ajouter sur le coût global, effectivement, il y a eu de nombreuses études qui ont montré que les bâtiments sur lesquels il y a un effort qui est fait en termes pour la thermique, ne serait-ce que ça, mais aussi les matériaux, etc., sur leur coût global, c'est-à-dire sur leur, si on inclut également leur durée de vie, leur maintenance, etc., eh bien, il y a des gains qui sont effectués à partir d'un certain moment. Donc nous, on a un outil coût global, Envirobat BDM. Il y a d'ailleurs un webinaire qui est consacré à ce sujet, deux webinaires sur Webikeo, donc la même plateforme que vous utilisez. Et les accompagnateurs BDM sont normalement formés et possèdent l'outil coût global. Donc ils peuvent vous dire à peu près combien, voilà, sur quel est le coût, les surcoûts ou pas, et à partir de quand est-ce qu'un bâtiment durable devient positif en réalité. Oui, pardon. Donc il y a une nouvelle question. Vu les restrictions budgétaires, que connaissent les collectivités territoriales? Comment motiver les élus à certifier les constructions neuves si on a un surcoût et pas de subvention? Eh bien, alors, Jean-Baptiste, hop, on a une coupure de Jean-Baptiste. Un bâtiment durable, c'est aussi un bâtiment de qualité. Et moi, ce que j'ai pu entendre dire à des élus pour en avoir interviewé à quelques reprises, c'est que les élus sont quand même très sensibles au confort des usagers. Donc voilà, un petit surcoût, c'est peut-être réduire certains aspects d'un bâtiment pour accroître le confort de l'usager, c'est quand même crucial. Par ailleurs, les maîtres d'ouvrage publics sont obligés aujourd'hui de faire des efforts en la matière. Donc voilà, il y a un décret, je ne sais plus quand. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, hein, mais normalement, la maîtrise d'ouvrage public est obligée de se justifier en termes d'efforts, et notamment et avoir une labellisation, une certification environnementale, c'est un boulevard, c'est une autoroute pour se justifier. Il me semble, voilà. C'est Est-ce qu'on m'entend? oui, on t'entend bien. C'est bon, je suis revenu. Ok. Du coup, Oui, désolé, je ne sais pas pourquoi ça bug juste à la fin, parce qu'il n'y a pas eu de souci, je pense, pardon. pendant la présentation. Mais... Diane, juste voilà, j'ai retrouvé pour l'obligation des maîtres d'ouvrage publics sur tout un tas de domaines, c'est l'arrêté du 10 avril 2017. Oblige performance environnementale pour tous les bâtiments publics. Niveau BPOS, c'est équivalent niveau 3-4 de plus, hein, donc plus c'est moins, donc haut niveau. Exemplarité carbone, valorisation de 40% des déchets de chantier, réduction des composants organiques volatiles, labellisation matériaux biosourcés niveau 1. Donc ça, c'est aujourd'hui techniquement obligatoire. Et et pour être exempté de cette obligation, il faut faire un dossier normalement avec des justifications. Il faut justifier que ce n'est pas possible. Pour dire, voilà. Donc notamment et il faut démontrer qu'il y a eu un effort qui a été fait pour atteindre ce niveau. Voilà, donc c'est un peu violent, mais quand on voit que l'arrêté de 2017, il est déjà prêt pour E plus C- et pour la RE 2020, c'est quand même intéressant. Et après, comment motiver les élus? Je pense que le sujet du confort est intéressant. Le sujet aussi de faire travailler localement pour réduire le bilan carbone aussi, hein. C'est pris en compte dans le bilan carbone d'où proviennent les matériaux. Donc si on peut, je sais qu'à Arles, par exemple, il y a de l'isolant en paille de riz qui est utilisé et c'est au niveau local et ça permet de réduire les transports. Et ça favorise la collectivité qui est à proximité. Donc c'est des sujets qui sont un peu plus globaux, je pense, pour les élus à réfléchir, pas uniquement sur le prix qui est noté sur le bâtiment. Moi, je sais que les choix sont compliqués et avec les restrictions budgétaires, mais c'est des arguments d'essayer de faire un bâtiment de manière intelligente et qui intègre les différentes composantes. Bon, très bien, je vois qu'il est bientôt midi.
Merci de nous avoir suivis jusqu'ici pour les 17 personnes connectées. Merci beaucoup Jean-Baptiste de cette présentation et merci beaucoup Aziz, le bureau d'études spécialiste du sujet, comme on le voit, voilà pour tout ça. Très bien. Merci à vous de vous être connectés et du coup, je souhaite une bonne journée et puis peut-être bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt partir. Merci. Bonne journée à Et vous. peut-être rendez-vous en octobre. Merci beaucoup. Au revoir.